Donc une digue de protection contre les inondations ou les submersions, quand on parle de l'aléa maritime, c'est un ouvrage linéaire en surélévation par rapport au terrain naturel, qui fait donc partie d'un système de protection contre les inondations, les inondations fluviales, torrentielles ou maritimes, principalement, mais on peut aussi parler des inondations lacustres et d'autres étendues d'eau. Donc la fonction principale d'un système de protection est de protéger les zones inondables contre les inondations qui peuvent les impacter dans le contexte naturel. Ces systèmes peuvent se composer de différents types d'éléments, des digues de protection, des déversoirs, des ouvrages de différentes natures en élévation, différents types de remblais, des vannes, des clapets, des stations de pompage, enfin tout type d'ouvrages qui participent au fonctionnement hydraulique de l'ensemble. Et donc aujourd'hui, la réglementation a défini le terme de système d'endiguement comme objet réglementaire donc, qui traduit en fait ce terme que nous on a porté chez RTA de système de protection contre les inondations, mais en ne retenant que finalement les ouvrages et en excluant donc les éléments naturels qui, dans certains cas, peuvent jouer un rôle manifeste dans la protection des inondations, comme on peut le voir par exemple sur l'exemple ici, où on a par exemple des cordons dunaires, des zones, des promontoires rocheux qui forment la continuité de la protection du système. Alors on a aussi sur ces systèmes, on peut avoir des ouvrages ou des éléments naturels qui jouent un rôle de protection indirecte, c'est-à-dire qu'ils vont modifier les sollicitations venues du milieu eau sur les ouvrages. Donc ça peut être par exemple là en maritime classiquement des brise-lames, des épis, ou même des éléments naturels tels que la plage ou le ségonal qui peuvent du coup maintenir à distance ou briser l'intensité des sollicitations. Donc ces éléments peuvent ne pas être pris en compte dans les composants du système d'endiguement. La réglementation ne dit rien là-dessus, c'est plutôt au cas par cas. Ce qui est sûr, c'est que dans une analyse cohérente de ces ouvrages, ces éléments doivent être pris en compte d'une manière ou d'une autre. Sur ces types d'ouvrages, l'ouvrage de protection est, comme vous le savez, à l'interface entre le milieu eau et la zone qu'il protège. Donc il est donc, il fait le siège, il est le siège de nombreuses sollicitations et de phénomènes physiques, comme des phénomènes morphodynamiques, du fait qui sont conditionnés par la géotechnique et par les sollicitations hydrauliques. Donc les systèmes d'endiguement peuvent, dans certains contextes, et selon leur histoire également, selon les vocations qu'ils ont eues à la base, jouer un rôle, au-delà de la fonction principale de protection contre les inondations, avoir une fonction principale de protection contre l'érosion. C'est souvent le cas en milieu maritime, notamment, ou même en milieu fluvial, avec des digues qui initialement étaient plus construites pour protéger pour protéger les zones agricoles en fait, des divagations du cours d'eau, ce genre de choses. Bref, tout ça pour dire que cette double fonction principale doit être mesurée lorsqu'on réalise une analyse et prise en compte, car ça conditionne aussi la manière dont on va concevoir le système et d'un point de vue structurel. Donc là, rapidement, juste pour illustrer le fait que les systèmes d'endiguement, donc ici en fluvial, des exemples sur le fluvial, peuvent avoir différents types de morphologie. Donc là c'est 4 exemples, mais on a d'autres types d'autres typologies qui peuvent être sur un système en fait on peut croiser différents types de typologies. On peut avoir des systèmes de protection généralisée mais qui sont également ramifiés et ouverts à l'aval par exemple. Donc tout ça pour dire c'est qu'on a
des systèmes de différentes sortes, morphologiquement, et que quand on fait, par exemple dans le cadre de la GMAPI aujourd'hui, on a besoin de définir des systèmes d'endiguement, il faut bien analyser la morphologie du système pour être sûr de ne pas passer à côté de certains ouvrages qui sont structurants dans son fonctionnement. Voilà. Donc ça, c'est différent. Cette typologie, on l'a développée dans un travail en collaboration avec Le Pelloir, qui s'appelle, qui est rappelé en bibliographie de la présentation, là, typologie des systèmes d'endiguement. Le titre exact, je ne me rappelle plus, mais vous pouvez regarder. Voilà, donc, vous verrez cette typologie développée dans ce document. Donc maintenant, je vais vous parler des différents types de digues de protection qu'on peut retrouver classiquement. On a principalement 3 grands types d'ouvrages. Les digues en terre, donc en remblai, on appelle aussi levé à la base sur la Loire, mais même partout, même en anglais d'ailleurs. Donc c'est des matériaux meubles. On a les digues également, les digues poids ou murs, donc des digues rigides en béton ou en maçonnerie. Et on a les digues mixtes, donc qui combinent ces 2 caractéristiques. Donc quelques exemples pour illustrer cela. Donc par exemple là c'est un exemple de digue historique sur le Rhône, sur le Petit Rhône, en Camargue. Donc là c'est des digues qui sont c'est les digues originelles, on va dire, avant les grandes crues là, de 1993 dans ces eaux-là. Aujourd'hui c'est des digues qui petit à petit sont confortées. Donc là, les caractéristiques, c'est que c'est des digues avec une crête relativement étroite, des talus relativement pentus, et souvent un ségonal côté cours d'eau. C'est des digues en remblai homogènes, construites avec les matériaux d'emprunt locaux, principalement en limon. Un autre exemple là, c'est classique, ça c'est une illustration qu'on voit souvent. Sur la Loire, avec des digues qui, elles, ont été surélevées au fur et à mesure des années suite aux différents événements de grandes crues qui les ont mises à mal. Donc des digues qui sont très hétérogènes, localement, du fait qu'elles aient été surélevées, avec, par exemple, là on voit à la fin, ils ont mis des banquettes qui des fois sont des murets. Et sur des linéaires très longs, donc on a une grande hétérogénéité aussi sur le linéaire, puisque les matériaux sont pris sur place. Donc la digue en remblai homogène, entre guillemets. Un dernier exemple de digue en remblai, avec une digue neuve, enfin très récente, là sur donc à la confluence du Rhône et du Gard. Un tronçon de digue qui a été reconstruit suite à une brèche. Et on voit que donc là c'est une digue classique telle qu'on la conçoit aujourd'hui, avec des pistes de service en pied et en crête qui permettent de faciliter la surveillance et l'entretien, des talus relativement doux, on va dire. Voilà, une digue enherbée, en remblai homogène. Alors je ne sais pas si là spécifiquement il y a des drains, enfin, j'imagine que oui, une recharge drainante. Thibaut me dit oui. Voilà, alors maintenant, donc, quelques illustrations sur des ouvrages rigides. Donc là, en fait, on retrouve clairement des profils de barrage, barrage poids, petit barrage. Donc c'est des profils d'ouvrages qui peuvent être utilisés soit comme barrage, soit comme digue. C'est moins fréquent, bien sûr. Donc là, des ouvrages soit en béton armé, soit en maçonnerie, avec, on voit des rideaux d'injection pour l'étanchéité, pour limiter les sous-pressions, des voiles de drainage avec le même objectif, donc de différentes natures, donc des ouvrages relativement complexes. Voilà. On peut avoir des ouvrages un peu du même style, mais plus
plus simples, souvent de taille plus faible. Donc là, on ne retrouve pas forcément de rideau d'injection ou de drainage, c'est des murs avec soit une forme triangulaire à l'arrière là, pour assurer une stabilité et une bonne résistance à la charge, donc triangulaire ou en escalier. Donc, généralement, ce sont des ouvrages en maçonnerie ou en béton. Voilà. Et donc là, un autre exemple, c'est un exemple réel là sur la digue de Comps. Donc c'est un ouvrage initialement en maçonnerie qui a rompu lors de la crue de 2002, engendrant donc une inondation de la zone protégée et quelques victimes, 5 il me semble. Donc c'est un ouvrage qui, suite à cette crue, a été renforcé côté amont par une recharge, on peut dire, en béton, qui a donc élargi le profil et a augmenté la stabilité de l'ouvrage. Donc là, c'est un système assez complexe, dans le sens où on a un casier qui permet en amont, casier ou des gains déversoirs qui permettent de délester le bas l'aval du système, et des systèmes de pompe qui permettent d'assurer le ressuyage de la zone protégée en cas d'inondation. Et dernier exemple de digue rigide, donc là c'est les remparts de Beaucaire qui jouent le rôle de digue. Donc c'est des remparts, c'est un gros mur quoi. Donc là sur cette photo, ce qu'on voit, c'est donc les batardeaux initiaux, là où on voit les rainures qui permettent de mettre en place les batardeaux, qui ont été remplacés donc par une porte métallique à glissière, et qui est donc fermée en cas de crise, voilà, pour assurer la protection, la continuité de la protection. Donc on a ensuite, comme je l'ai dit au début, des ouvrages mixtes. Donc le premier type, c'est un ouvrage en béton poids côté cours d'eau, qui donc assure l'étanchéité mais également la protection contre l'érosion, appuyé sur un remblai qui augmente encore la stabilité de l'ensemble. Donc ensuite on a différents types de dimensionnement. Là c'est un exemple de principe. Donc c'est des ouvrages qu'on retrouve plus fréquemment que les digues purement poids qui s'apparentent plus à des barrages, que j'ai présenté précédemment. On a ensuite très classique les digues en remblai surmontées d'un ouvrage rigide en béton, avec différents profils d'ouvrages en béton. Donc des ouvrages auto-stables en T ou en L, des ouvrages poids, donc type barrage poids, mais petits en tête, ou des murets, et donc qui ont, selon leurs caractéristiques, une stabilité plus ou moins bien dimensionnée, et donc aussi des modes de rupture particuliers, comme on a pu le constater lors des événements Katrina à la Nouvelle-Orléans. Donc on peut avoir des basculements du mur en tête, des affouillements qui entraînent le basculement, on peut avoir beaucoup de mécanismes, même des translations d'un glissement, mais horizontal de l'ouvrage. Voilà. Ensuite, on a donc les digues caparaçonnées, on dit, et non pas carapaçonnées. Caparaçonné, bref. Ça vient du caparaçon du cheval. Donc là, en gros, c'est une protection qui englobe tout l'ouvrage, soit en béton, soit en maçonnerie liée au béton. Donc c'est des ouvrages qu'on retrouve beaucoup en maritime, souvent surmontés, parfois surmontés d'un parapet qui est lié à l'ensemble. Et ce sont souvent des ouvrages qui en maritime sont
on a les enjeux directement, enfin les maisons, les villages construits directement sur l'ouvrage, enfin l'ouvrage. Ce qui est devenu un ouvrage, à la base c'était une dune quoi, qui a été rigidifiée pour justement, là pour le coup, vraiment lutter contre l'érosion et à la fois assurer la protection contre les franchissements du milieu marin. Donc les composants qui forment ces digues, donc là c'est une illustration qui, on n'a pas des digues comme ça quoi. Enfin, en tout cas, peut-être que ça existe, mais j'en connais pas. Donc là c'est plus un amalgame de différents composants qu'on peut retrouver dans une digue, sachant qu'ils ne sont pas tous. On pourrait rajouter aussi des écrans de pales blanches, des parois moulées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc tout ça pour dire qu'on peut retrouver différents types de composants dans un ouvrage en remblai. Donc des ouvrages qui assurent donc ça c'est issu du référentiel digue, où c'est particulièrement détaillé. Également dans l'ILH, il me semble. Enfin, je crois pas que cette figure ici c'est détaillé également. L'ILH qui va bientôt être traduit, qui est traduit et qui va bientôt être publié. Donc ces différents composants, donc des remblais, des protections, des drains, etc., ont différents types de fonctions. Les fonctions structurelles qui permettent la durabilité et d'assurer le rôle de protection de l'ouvrage. Voilà, donc par exemple, je ne vais pas tous les lire, mais donc un composant peut porter une ou plusieurs fonctions structurelles qui jouent un rôle dans l'ensemble d'une section d'ouvrage qu'on va considérer. Donc, par exemple, le corps de digue, classiquement sur une digue en remblai homogène, donc elle joue le rôle de stabilité mécanique, d'étanchéité et d'autofiltration, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement granulaire à l'intérieur de la masse de l'ouvrage. Donc si on avait par contre un ouvrage avec une étanchéité amont, par exemple, la fonction étanchéité serait portée par ce composant en particulier. Donc le corps n'aurait plus qu'une fonction d'étanchéité, on va dire, en termes de barrière de sécurité, au cas où le composant qui porte cette fonction défaillerait. Voilà. Donc je passe rapidement là-dessus. Donc maintenant j'arrive à la dernière partie. Je ne sais pas si au niveau du timing je suis en avance ou en retard. 5 minutes. Ok. Donc les enjeux de la gestion des digues. Donc la gestion des digues, donc les enjeux. Tout d'abord, donc les digues, les enjeux vous les connaissez tous, mais je vais les rappeler rapidement. Les digues protègent des crues, donc jusqu'à un certain niveau seulement, c'est-à-dire la crue de dimensionnement, le niveau de protection et le niveau de sûreté, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles ne rompent pas. En cas de rupture, le danger est supérieur à celui d'une inondation en l'absence de digue. En effet, l'ouvrage se mettant en charge lors de la rupture, on a des vitesses, une intensité des événements plus fortes. Et également à cause de l'effet de surprise, car le long d'un fort linéaire de digue, on ne sait pas à quel endroit ça va rompre. Les enjeux sont répartis tout le long. Donc, quand on est en face de la rupture, de la brèche, c'est particulièrement violent. On ne sait pas quand et à quel endroit ça va. Puis l'effet de surprise, c'est aussi le fait que les gens sont de moins en moins habitués ils ont l'impression que vu qu'ils sont derrière les ouvrages, ils sont protégés de façon absolue, alors que c'est pas le cas. Donc la mémoire du risque aussi est importante. Donc en France, on a environ 9000 km de digues, entre 9 et 10 000, quoi, gérés par un millier de gestionnaires, qui protègent entre 15 et 18 000 km² de zones protégées, et qui contiennent 1,6 à 2 millions d'habitants. Donc c'est un enjeu quand même stratégique. Donc comment éviter les ruptures? Bien sûr en s'assurant du bon état des ouvrages. Donc en maintenant en fait des ouvrages qui sont bien conçus et bien réalisés à leur état optimal de performance structurelle, ou en
augmentant le niveau de performance structurelle de l'ouvrage qu'on faudrait diagnostiquer comme étant pas suffisamment bien dimensionné. Donc une fois que ces ouvrages sont remis à un niveau de sûreté qui convient, ensuite c'est bien sûr dans la durée avoir une bonne gestion. Donc ça c'est vraiment le rôle du gestionnaire, à travers la connaissance et la surveillance et l'entretien de son ouvrage. Surveillance courant et surveillance et entretien, surveillance, entretien courant et surveillance et intervention d'urgence entre eux. Et donc ce rôle est aussi appuyé par bien sûr le rôle de l'État, à travers les services de contrôle, la sécurité des ouvrages hydrauliques et le service de police de l'eau, qui sont là pour épauler les gestionnaires dans leur activité. Et aussi les retours d'expérience jouent un rôle important dans ces activités-là, pour connaître les événements qui se déroulent sur d'autres ouvrages et du coup anticiper sur ce qui pourrait se passer sur son propre système. Donc c'est ensuite donc, les missions du gestionnaire, donc la surveillance et l'entretien. Donc l'objectif c'est de maintenir les digues en bon état, comme je viens de le dire, de faciliter les inspections et les interventions, d'éviter les brèches en crue, d'informer les autorités en cas de risque pour être plus performant sur la gestion de crise. Donc il y a une nécessité de moyens humains et de compétences non négligeables en interne et en externe par rapport au gestionnaire, et de matériel. Et on a besoin de plus de moyens encore en cas de crise. Il faut surveiller l'ouvrage et être un peu partout à la fois, ce qui est assez compliqué. Les missions du gestionnaire, c'est également la connaissance et le suivi du parc d'ouvrage, donc à travers la satisfaction de certaines attentes réglementaires, comme maintenir un dossier d'ouvrage à jour, le registre également, diagnostiquer son ouvrage et réaliser les études de danger pour s'assurer du niveau de risque acceptable de ceux-ci. Donc sachant qu'on a des ouvrages souvent anciens et mal connus, et des ouvrages qui sont rarement sollicités, et donc on les surveille rarement en situation en fait, de fonctionnement. Donc c'est une difficulté. Ensuite, donc, la programmation, le rôle du gestionnaire, c'est aussi la programmation des aménagements à réaliser pour améliorer la performance du système. Et également, une difficulté, c'est le fait qu'on a des systèmes beaucoup longs et qui comportent tout un tas d'ouvrages inclus, ou d'ouvrages même qui jouent un rôle de protection, mais qui sont gérés par d'autres gestionnaires, donc il y a nécessité à se concerter et à contractualiser des fois avec différents types de gestionnaires pour arriver à une gestion optimale du système. Voilà. Et donc pour finir, la réglementation des ouvrages hydrauliques qui a évolué au cours des années, et donc récemment en 2015, a pour but principal de fixer un cadre réglementaire aux actions du gestionnaire, de manière à s'assurer que celui-ci effectue bien les missions qu'il devrait de toute façon effectuer, afin de pérenniser son patrimoine et que ce dernier soit en état de remplir sa fonction de protection et ne présente pas de risque en cas de crue ou de surcote marine. Et donc cette réglementation ne doit pas être vue comme une contrainte purement administrative, mais comme un accompagnement qui permet aux gestionnaires d'accomplir mieux leur mission.